Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui sur notre webinaire. Le C dont nous vous parlons aujourd'hui est le consentement. Mon nom est Mariam Selik et voici Ella Lefkowitz. Nous allons faire ce webinaire ce jour. Donc, je veux partager un petit peu avec vous. Mon nom est Ella Lefkowitz. Je suis la codirectrice principale chez Canvas. C'est moi qui m'occupe surtout du développement de cette société caritative. Je viens d'un contexte de la santé avec la violence pour les jeunes dans les différents centres et j'ai fait beaucoup d'éducation sur le sujet de la violence sexuelle. Mon nom est Myriam Selik, je suis la co-directrice principale, c'est moi qui m'occupe des programmes. Mes antécédents professionnels, c'est que je suis une enseignante et j'ai travaillé dans ce domaine depuis 10 ans. Donc nous sommes vraiment ravis de partager nos connaissances avec vous ce jour. Lors de cette séance, nous l'ont parlé de la façon dont les fournisseurs de services, les parents, les professeurs peuvent parler du consentement aux jeunes afin de pouvoir établir des relations positives. Certaines des choses dont nous allons parler et de comprendre les questions les plus courantes qui sont posées sur le consentement afin de mieux comprendre ce que les jeunes en pensent. Ensuite, on vous enseignera des techniques d'apprentissage pour apprendre au sujet du consentement au sein de la société. Et en dernière partie, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de la prise de conscience et de la façon dont on peut répondre aux questions qui sont posées sur ce sujet. Pour vous donner un petit aperçu pour aujourd'hui, on va vous dire un petit peu ce que Canvas fait. On va dire ce à quoi correspond le consentement pendant toute la durée de la vie, les pressions sociales auxquelles font face les jeunes, ce que veut dire vraiment le consentement et comment on peut expliquer cela aux jeunes. Ensuite, on ira plus dans le cœur du sujet, les différents outils comme des indices verbaux ou non verbaux et de vérifier avec le partenaire. On va aussi parler des choses à faire ou à ne pas faire pour les adultes. N'hésitez pas encore une fois de nous envoyer les questions à tout moment. On y répondra à la fin. Pour vous parler un petit peu plus de Canvas, nous sommes une organisation caritative qui est à Toronto. Cela fait 4 ans que notre organisation existe et on veut combattre l'homophobie, la transphobie et la violence sexuelle avec toutes les populations de jeunes, que ce soit dans les écoles, dans les centres communautaires, et pour nous assurer que les jeunes aient vraiment de bonnes informations quant au consentement et à l'éducation sexuelle pour avoir des relations saines. Voici un petit peu comment, que ce soit dans les écoles, dans les centres communautaires, et pour nous assurer que les jeunes aient vraiment de bonnes informations quant au consentement et à l'éducation sexuelle pour avoir des relations saines. Voici un petit peu comment on fait pour atteindre nos buts. Comme je vous l'ai dit, nous avons des ateliers interactifs avec des conversations et vraiment d'impliquer les jeunes plutôt que de leur donner des leçons tout simplement et qu'il n'est qu'à écouter. Nous travaillons avec les années 6 jusqu'aux années 12 pour le consentement et aussi avec les communautés LGBTQ2S. Nous faisons aussi des formations pour les éducateurs. Pendant l'année passée, nous avons travaillé avec près de 4000 jeunes et nous avons fourni aussi la formation à des milliers d'adultes et des gens qui travaillent avec les jeunes et qu'ils puissent comprendre un petit peu mieux le sujet du consentement et comment ce sujet a à faire avec leur vie. Nous enseignons aussi aux éducateurs comment avoir ces discussions difficiles avec les jeunes et comment on peut en parler, surtout en parler d'une façon que les jeunes puissent comprendre. La dernière partie, ce sont des outils pratiques pour avoir des relations sûres et positives et que les éducateurs sachent quoi faire dans différentes situations. Et ensuite, on en parlera. Donc, Canvas travaille avec différents
partenaires comme le TDSB, le district scolaire de Pierre, avec des centres communautaires, avec Region Park Community Focus, Sketch et d'autres associations encore. Donc, quand on parle du consentement, on veut vraiment considérer la vie qu'on... On ne veut pas parler seulement du consentement quand les jeunes sont adolescents, mais que ce consentement soit bien compris pendant toute la vie, que ce soit au niveau de respecter l'espace personnel, d'être conscient de la propriété de leur corps, leur permettra d'avoir des compétences pour qu'ils aient des bonnes relations et des relations sûres pendant toute la durée de leur vie. Il est aussi important qu'en tant qu'adultes, nous ayons un comportement exemplaire pour montrer l'exemple. Si on demande à un enfant qu'il demande la permission avant de toucher quelqu'un et qu'on les touche sans demander la permission, ça n'est pas correct. Donc, il faut vraiment avoir un comportement exemplaire et montrer l'exemple. Bien sûr, quand on parle du consentement, il faut le faire d'une façon appropriée en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, pour les petits-enfants, on parle de l'espace personnel, de la propriété, voire des adultes qui donnent l'exemple. Surtout pour des enfants, c'est est-ce que tu veux que je sois dans la salle de bain ou à l'extérieur quand tu y vas, de leur donner vraiment des options et de les encourager aussi de le faire de même. Alors que les enfants grandissent et qu'ils sont pré-ados, il est essentiel de poursuivre cette conversation et les leçons dont vous avez parlé au préalable, mais aussi de comprendre les messages sexuels qui sont implicites à cet âge-là. Et donc de parler du consentement plus au niveau des relations sexuelles. Donc des points clés sur lesquels on va se concentrer, c'est la capacité de prise de décision, de respecter les autres, de prendre soin des autres, d'insister sur l'empathie et aussi qu'ils puissent identifier leurs besoins de décision, de respecter les autres, de prendre soin des autres, d'insister sur l'empathie et aussi qu'ils puissent identifier leurs besoins et ce qu'ils veulent vraiment. Certaines des choses dont on aime parler avec ces jeunes-là, c'est au niveau de la pression sexuelle et qu'ils reçoivent des messages sexuels de par les médias ou par les pairs, par exemple. Donc, on éduque les adolescents au niveau des médias et de leur capacité à prendre des choix au niveau des médias sociaux, de l'accès à l'Internet. Ils voient certainement des images ou peut-être qu'ils vont partager des photos d'eux-mêmes avec leurs amis et qu'ils le fassent de façon spontanée sans penser au préalable. Donc, c'est vraiment important de les éduquer à ce niveau-là. Encore une fois, on sait que de dire à un jeune de ne pas le faire, cela implique qu'ils le feront certainement. Donc, on doit leur enseigner l'évaluation des risques, de prendre des précautions et encore une fois qu'ils ont le choix. En passant à l'âge supérieur, les adolescents, la conversation se poursuit, mais d'autres aspects sont vraiment essentiels à amener sur la table. Avec l'alcool et les drogues, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste avec les jeunes. L'implication des drogues et de l'alcool les confuse un petit peu quant au consentement et on en parlera vraiment en profondeur tout à l'heure lors de notre présentation. Une autre conversation importante, c'est la pression. C'est est-ce que quelqu'un vraiment a dit oui ou non et de vous aider à comprendre les différentes pressions qui puissent a peur de s'exprimer ou a du mal à s'exprimer. Donc, de savoir quelle est la pression à laquelle la personne est soumise quand elle a dit oui et que ce n'est peut-être pas oui. On parle aussi de la culture du viol. C'est une culture où souvent les victimes sont celles qu'on pointe du doigt. Donc, on doit mentionner les politiques, ce qui se passe autour de nous et les messages qui peuvent être confusants
Donc il faut vraiment apprendre aux jeunes de parler de façon critique et de bien analyser les messages qui sont envoyés par les médias et qu'ils conservent leur propre point de vue. Il faut avoir des discussions à tous les âges pour améliorer la compétence des enfants quant à leur sécurité et aussi alors qu'on doit parler bien sûr du consentement pendant toute la durée de la vie, on va vraiment se concentrer aujourd'hui au niveau du consentement pour les 13 à 18 ans. Bien sûr, c'est une catégorie assez large au niveau de l'expérience et de la maturité. Mais les documents qu'on va vous présenter peuvent être appliqués à ce groupe d'âge. Il faut que l'espace soit sécuritaire pour que les jeunes puissent partager leur expérience et vraiment dire ce qu'ils ont sur le cœur et partager leur expérience, encore une fois. Cette diapo est vraiment parlante pour dire qui nous apprend le consentement en dehors de l'école. Si on parle du consentement à l'école, s'ils peuvent avoir des... Il y a des messages, pardon, au niveau de la violence sexuelle, que ce soit dans les livres, dans la musique, dans les films et surtout dans les comédies. Consentement en dehors de l'école. Si on parle du consentement à l'école, s'ils peuvent avoir des... Il y a des messages, pardon, au niveau de la violence sexuelle, que ce soit dans les livres, dans la musique, dans les films et surtout dans les comédies romantiques ou dans la pornographie. Bien que les chiffres soient différents en fonction d'une étude qui a été faite à l'Université de l'Ontario de l'Ouest, 38% des adolescents peuvent accéder à des images pornographiques. Donc, c'est un pourcentage important. Il y a tant de jeunes qui peuvent accéder à la pornographie. Et encore, ce sont ceux qui l'ont admis. Certaines fois, les jeunes vont même voir des images qu'ils n'avaient pas l'intention de voir et qu'ils ne voulaient pas voir peut-être. Donc, un effet profond au niveau des présomptions que les jeunes ont au niveau d'une relation sexuelle saine. Donc, ils ne voient pas quoi que ce soit qui soit lié au consentement. Il n'y a jamais de représentation, ou très rarement, du consentement. Et ils ne peuvent non plus comprendre s'il y a eu consentement ou pas à une image qui peut paraître violente. Ils peuvent aussi avoir accès à des sites web où les gens ont des relations sexuelles sans consentement. Ils peuvent aussi voir des messages qu'ils ne peuvent même comprendre ou des actes qui ne représentent pas du tout ce qu'est une relation sexuelle saine. Ils ne voient pas de discussion qui soit liée au consentement, au niveau de la conversation, de dire par exemple, est-ce que tu te sens bien, est-ce que ça te fait plaisir. On ne voit pas cela du tout dans la pornographie, et sur les sites Internet. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir ces conversations avec les adolescents et que les adultes puissent leur dire ce qui est à peu près normal ou pas. Et qu'ils soient éduqués surtout par rapport au contenu qu'ils voient. Et que souvent, ces images qu'ils voient ne reflètent pas la vie réelle. On ne parle pas du porno souvent. Il faut continuer à en parler, même si c'est un sujet difficile à aborder. Il faut aussi leur parler de ce que peut être plutôt une relation sexuelle saine. Donc, quand on voit dans les médias, que ce soit les vidéos, musicales ou dans les films, il y a peu de messages au niveau du consentement. Donc, par exemple, dans les films romantiques, de suivre quelqu'un ou de vraiment harceler quelqu'un peut paraître romantique. Par exemple, dans la musique augmente en volume et puis ils se regardent intensément dans les yeux et les jeunes peuvent présumer
que c'est une relation sexuelle saine et que c'est même idéal. Donc, ils n'ont pas de visuel au niveau de vérifier que le partenaire soit d'accord. Ils ont peu d'exemples, encore une fois, dans les vidéos de musique. Les femmes sont traitées comme des objets. Et on ne voit pas que leurs besoins et leurs demandes soient respectés ni validés. Alors qu'on ne peut pas contrôler ce que la société envoie et ce dont les jeunes sont bombardés, que ce soit sur les médias sociaux ou par les autres médias, il est vraiment important de parler aux jeunes lorsqu'ils regardent ou à tout moment et qu'ils aient un point de vue critique afin de pouvoir analyser ce qu'ils voient. On parle beaucoup de cette idée du consentement. Il est important de définir ce que cela veut dire. Il y a un acronyme que nous aimons vraiment utiliser. Nous ne l'avons pas inventé. Ça vient d'une institution aux États-Unis, mais nous pensons qu'il fonctionne vraiment très bien et qu'il est connecté à des notions importantes qui permettent aux jeunes de comprendre les éléments nécessaires au consentement. C'est-à-dire que la personne ne doit pas être soumise à quelque manipulation ou pression. Donc, pardon, si quelqu'un dit oui ou n'a rien dit du tout, on assume souvent que la personne est d'accord. Mais il est vraiment important de pouvoir identifier ce que peut être la pression et que dans ce cas-là, le consentement n'est pas valide. Une autre idée clé est que le consentement peut être révocable, c'est-à-dire que vous pouvez le reprendre. Ce n'est pas parce que vous avez dit oui pour quelque chose et si la personne ne se sent plus à l'aise une fois que l'acte a commencé, ils ont le droit de révoquer leur consentement. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment facile d'en parler, mais c'est très difficile de le faire. Quand je fais des ateliers, je demande souvent, vous pouvez penser à une situation dans votre vie où vous avez dit oui tout d'abord et puis quand vous avez commencé, vous vous êtes senti nerveux et vous avez dit non, je ne le veux plus. Donc, en principe, c'est vraiment facile d'en parler, mais c'est très difficile de le faire. Quand je fais des ateliers, je demande souvent, vous pouvez penser à une situation dans votre vie où vous avez dit oui tout d'abord et puis quand vous avez commencé, vous vous êtes senti nerveux et vous avez dit non, je ne le veux plus. Donc, en principe, tous les adolescents lèvent la main et je leur demande, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était facile de dire non? Même s'ils font du sport, d'autres activités, ils disent tous que c'est toujours très difficile de reprendre et de dire non une fois qu'ils ont dit oui. Donc, cette notion que le consentement est révocable est vraiment essentielle. Avec les jeunes hommes, très souvent, ils parlent d'avoir peur et que si le consentement est révocable, cela peut dire qu'ils peuvent être ensuite accusés d'avoir fait une agression sexuelle. Donc, il est vraiment essentiel de pouvoir répondre à cette question. Donc, pourquoi est-ce que cette personne a pensé à la situation, peut réaliser que le consentement n'était pas donné peut-être de façon libre? Ensuite, il faut que le consentement soit bien éclairé, c'est-à-dire que toutes les personnes doivent bien comprendre ce sur quoi elles sont d'accord. Je vais souvent parler dans ces cas-là des drogues et des alcools et que les personnes doivent vraiment bien comprendre ce qui se passe et qu'elles puissent être en état de donner le consentement. Je dis aussi qu'il peut y avoir des informations supplémentaires pour une personne de reprendre son oui au consentement. Quand je parle avec des jeunes, par exemple, on dit de partager la photo avec ce partenaire, mais de ne pas être d'accord que les parents aient regardé dans les dossiers des enfants et que s'ils avaient dit ça, ils n'auraient jamais partagé leur photo. Dans ce cas-là, ce n'est pas un consentement éclairé. On parle aussi souvent de quelqu'un qui a dit oui pour un rapport sexuel, mais que le partenaire n'était pas au courant que la personne avait une maladie transmissible sexuellement. Dans ces cas-là, le consentement n'était pas éclairé. L'autre notion est que le consentement doit être enthousiaste. Cela ne veut pas dire sauter de joie, mais que ce soit vraiment actif. Si quelqu'un est un petit peu hésitant, dans ces cas-là, il faut vérifier avec votre partenaire que ce n'est pas seulement l'absence de dire non auquel vous faites face.
Il faut aussi que le consentement soit spécifique et pour tout acte sexuel. Que quelqu'un ait dit oui pour un acte sexuel ne veut pas dire qu'il dise oui à tout, donc il faut vérifier fréquemment. En général, lorsqu'on parle du consentement, il est bien sûr important que les jeunes comprennent les définitions légales. Et on peut aussi comprendre, il est important que certaines des choses sont légales, d'autres. On va considérer comment on peut faire cela dans le feu de l'action. Une fois qu'on a passé cette définition du réel, on aime demander aux jeunes qui est responsable d'obtenir le consentement. C'est toujours intéressant d'écouter leurs réponses. Quelquefois, ils disent c'est la responsabilité de tous, ou c'est la mienne, ou quelquefois, avec ces notions de sexe, on va dire ce sont les hommes qui devraient demander. Certaines de leurs réponses peuvent être correctes. Oui, bien sûr, tous doivent être responsables. Mais on veut vraiment mettre l'accent que la personne qui est l'initiateur est surtout responsable. Un exemple, que au, que au lieu de prendre un crayon et d'attendre que l'autre personne dise « Je ne veux pas que tu prennes ce crayon », on demande à la personne qui initie l'acte de demander avant de prendre ce crayon, de dire avant. Bien sûr, c'est une notion de base de dire est-ce que je peux prendre ton crayon? Mais quand on en vient au rapport sexuel, c'est aussi et encore plus important. Donc c'est à chaque rencontre sexuelle, l'initiateur peut être différent à chaque fois et pour chaque acte différent. Donc il est important de bien comprendre que quand on commence un nouvel acte sexuel, il faut demander au niveau des relations avec un partenaire, de l'implication des drogues, etc. Cela complique encore la situation partenaire, de l'implication des drogues, etc. Cela complique encore la situation. Quand on parle des sexes, peu importe qui est là, si c'est vous qui initiez le geste, c'est vous qui êtes responsable du consentement. Ce peut être la femme dans la relation. Il y a aussi de nombreux genres, de nombreux sexes maintenant, et que les relations ne sont pas seulement des relations hétérosexuelles. Donc, cela complique évidemment un peu plus les idées au niveau du consentement. Et de dire que même lorsque vous êtes en état d'ébriété, vous êtes toujours responsable. Même si vous avez déjà des antécédents sexuels avec cette personne, vous êtes toujours responsable de demander le consentement. Et puis, même si cela fait 1 an, 10 ans ou 20 ans que vous êtes avec cette personne, vous êtes toujours responsable quand vous initiez l'acte. Et on en parlera en parlant des suppositions que les gens ont de façon générale. Il faut aussi s'assurer que le silence ne soit pas confondu avec un oui, mais que le oui doit être actif. Ensuite, on demande souvent quels sont les obstacles. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir un consentement vraiment libre? Donc, on a mis tout un paquet de mots. Et des situations qui puissent affecter les personnes et donc être des obstacles. Et même quelquefois des obstacles dont les personnes ne sont pas vraiment conscientes. Par exemple, la gêne, c'est quelque chose dont on entend parler souvent. Rendre la situation étrange et peut-être compliquer les choses avec leurs amis ou même le groupe d'amis au sens large. Donc la gêne est vraiment très importante. Ils n'ont pas les exemples, encore une fois, dans les films ou dans les messages reçus par les médias. L'alcool, bien sûr, est vraiment importante au niveau du consentement, ainsi que les drogues. Cela complique la situation, bien sûr, et on en parlera tout à l'heure.
aussi les rapports de force. On ne parle pas seulement entre les enseignants, les étudiants, l'employeur et l'employé. On va parler d'âge, de statut social. Encore une fois, les relations. Il y a quelquefois des pressions émotionnelles et les gens sentent qu'ils devraient faire quelque chose parce qu'ils aiment vraiment beaucoup l'autre personne, mais ils ne veulent toujours pas le statut social. Encore une fois, les relations. Il y a quelquefois des pressions émotionnelles et les gens sentent qu'ils devraient faire quelque chose parce qu'ils aiment vraiment beaucoup l'autre personne, mais ils ne veulent toujours pas passer à l'acte. Donc, il faut toujours s'assurer que la personne se sente en sécurité dans la relation. Et aussi l'attente et la pression des amis qui pensent que vous devriez faire quelque chose avec une autre. Si une personne veut avoir un rapport sexuel mais qu'ils veulent qu'un préservatif soit utilisé, que le partenaire ne veut pas utiliser de préservatif, dans ces cas-là, l'acte n'est pas consensuel. Une fille a parlé, par exemple, de son petit ami qui demandait à chaque fois et ne voulait pas d'avoir de rapport sexuel sans préservatif et qu'elle se sentait contrainte de dire oui. La personne puisse dire non dans certaines situations. Ils peuvent avoir besoin d'atteindre une certaine maturité sexuelle ou qu'ils puissent dire oui à certains gestes sexuels, mais de dire non pour d'autres alors que la personne présume qu'ils peuvent tout faire. Quelquefois, les jeunes se sentent qu'ils doivent peut-être être polis et qu'ils n'ont pas le droit de dire non. Aussi, quelquefois, le sexe peut être un obstacle au consentement. Ceci veut dire surtout les stéréotypes, que toujours les acteurs d'agression sexuelle sont les jeunes et que les femmes sont les victimes. Et par exemple, si quelqu'un était agressé et qu'il est survivant, il aura du mal à demander de l'aide. Si un homme est agressé sexuellement par une femme, souvent on pense que c'est drôle et que les gens sont supposés rire. Mais que si les sexes étaient intervertis, dans ces cas-là, ça apparaîtrait vraiment de façon différente et ce serait assez horrible à voir et non plus drôle. Donc, avoir ces conversations au niveau du consentement est vraiment essentiel pour comprendre pourquoi quelquefois les personnes disent oui alors qu'elles veulent dire non et que différentes situations puissent influencer le fait que la personne se sente à l'aise ou pas de dire oui ou non. Les jeunes répétaient souvent que ce n'était pas juste que les garçons doivent lire dans l'esprit des filles. Ce sont des spéculations, surtout avec ce mouvement de MeToo qui se passe en ce moment. Donc quand on parle de ces différents obstacles, le but n'est pas toujours de trouver une solution qui fonctionne pour tous, mais c'est pour que les jeunes comprennent pour eux-mêmes quels puissent être les obstacles dans leur relation et qu'ils soient bien au courant et qu'ils puissent y penser de façon critique et même avec différentes informations, des informations nouvelles ou un nouveau point de vue. Le but n'est pas qu'ils parlent, qu'ils ne pensent pas pouvoir donner le consentement, mais qu'ils soient conscients que ces obstacles puissent rendre l'acquiescement plus difficile. C'est-à-dire que, et aussi qu'il est vraiment important que les gens disent oui et que le silence ne doit pas être considéré comme un oui au consentement. Nous allons ensuite parler des obstacles un à un. Le premier obstacle est l'alcool et les drogues. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, l'un des postulats les plus communs est que si je suis en état d'ébriété, je ne suis pas responsable de mes actes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hommes sont susceptibles d'agir plus violemment lorsqu'ils sont ivres parce qu'ils ne pensent pas qu'ils seront tenus responsables de leurs actes. Et souvent, l'alcool peut être utilisé comme une excuse pour un comportement violent.
Et en réduisant ces sentiments de se sentir responsable, les jeunes ont encore plus de problèmes pour mélanger l'utilisation des drogues et de l'alcool avec les rapports sexuels. On pense que 28% des jeunes de l'année 9 utilisent des drogues ou de l'alcool avant d'avoir un rapport sexuel, par exemple. L'influence de l'alcool et des drogues au niveau des rapports sexuels et du consentement. Donc on espère qu'ils puissent faire des choix éclairés, qu'ils se sentent en sécurité surtout. Et que s'ils adoptent des comportements risqués, on espère que non, mais que s'ils le font tout de même, qu'ils aient tout de même la compétence de demander le consentement. L'une des choses sur lesquelles on met l'accent, c'est que la responsabilité est encore accrue lorsque vous êtes intoxiqué. Il est important de leur donner des compétences pratiques, des signes qui puissent leur faire comprendre que leur partenaire n'est pas en état de donner un consentement. Ou la personne peut être dans un état où elle puisse leur faire comprendre que leur partenaire n'est pas en état de donner un consentement. Ou la personne peut être dans un état où elle est absolument incapable de donner le consentement et qu'ils puissent être eux-mêmes les juges et qu'ils aient aussi les mots pour vérifier avec leur partenaire. On vous donnera des exemples bientôt. Un autre obstacle dont on a parlé, c'est le rapport de force. Il y a de nombreuses différentes situations de rapport de force et on aime demander aux étudiants et aux jeunes quelles sont ces situations. On peut parler de l'âge, de la position sociale, de la stature physique, du pouvoir financier, de la situation de l'emploi, par exemple. Et ces rapports de force peuvent être vraiment différents, par exemple. Et on demande vraiment aux jeunes les rapports de force qui peuvent les affecter. Les jeunes mentionnent surtout que l'âge, c'est seulement un chiffre et qu'on peut avoir de nombreuses relations où il n'y a pas vraiment un problème au niveau du consentement lorsqu'il y a des différences d'âge. Pourtant, le rapport de force complique un peu les choses. Il est vraiment important de mettre l'accent sur le fait que l'âge est un marqueur de maturité, de vulnérabilité, d'expérience. Que quelqu'un qui est plus âgé, vous pouvez vous dire que dans ces cas-là, ils sont capables de faire certaines choses, mais ils ne sont peut-être pas capables, ils ne sont peut-être pas à l'aise. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment important pour les jeunes de reconnaître ces rapports de force dans leur vie et les risques auxquels ils peuvent faire face à cause de ces rapports de force. Et que dans certaines situations, ce sont peut-être eux qui ont le pouvoir en main et que dans d'autres, ils seront en situation où l'autre personne aura plus de pouvoir. Il est seulement important que la personne soit au courant et que la personne qui est en position de force requiert le consentement. L'obstacle suivant est la gêne. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment l'une des choses qui ressort très souvent quand on parle avec les jeunes, la gêne. C'est-à-dire que parler du sexe crée de la gêne de toute façon. Et quand on n'en parle pas, cela veut dire qu'il y aura des complications plus importantes parce qu'on ne peut pas lire dans l'esprit des gens. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'exemple, encore une fois. Même s'ils voudraient vérifier, ils ne savent pas vraiment comment faire. Ils ne savent pas comment le faire de façon fructueuse. Donc, il est vraiment essentiel de leur apprendre des mots et des situations et quels sont les bénéfices de vraiment parler. Que de parler, ce n'est pas seulement gênant, mais que c'est aussi de s'assurer que l'expérience soit vraiment plaisante
et qu'il soit plus à l'aise avec la personne et que surtout cela va permettre d'éviter la confusion et de ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle ils ne veulent pas être et qu'ils se disent oui, d'accord, c'est peut-être gênant, c'est correct, mais de dépasser ce point de gêne et de se dire oui, ce sera gênant, mais c'est correct et je vais quand même ce point de gêne et de se dire oui, ce sera gênant, mais c'est correct et je vais quand même parler et faire ce que je dois. On va vous donner quelques exemples de l'utilisation du langage. Un autre de ces obstacles est la pression d'ordre personnel. C'est il n'y a pas toujours des pressions qui sont vraiment visibles. Est-ce que ces pressions sont implicites ou non? Est-ce que les gens disent «Oh, tu devrais faire ça», mais que c'est toujours une pression assez importante. C'est- Et que l'on doit se détacher de ce que cette personne a fait ça, et moi aussi je devrais le faire. Par exemple, que tout le monde a des rapports sexuels et que donc je devrais aussi. Et surtout des attentes qu'ont vos amis si vous êtes dans une relation depuis longtemps. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde a des rapports sexuels. C'est encore cette supposition que plus on en parle et que tout le monde en parle, c'est qu'on présume qu'ils ont ces rapports sexuels. Donc on veut vraiment insister sur le fait que chacun est à son étape de développement où ils en sont et qu'ils doivent avoir des rapports sexuels si vous êtes prêts et que ce soit vraiment plaisant pour vous. Donc la supposition, c'est vraiment beaucoup plus que la réalité. 30% des jeunes de 13 à 15 ans ont eu des rapports sexuels au moins une fois en fonction des rapports internationaux. Donc c'est encore une fois, pardon, 70%, pardon, 30% ont eu des rapports sexuels et donc 70% n'en ont pas eu. On veut parler un petit peu des idées préconçues et vous pouvez en parler avec les jeunes. Par exemple, quel gars ne voudrait pas avoir des rapports sexuels ou que les femmes n'agressent pas sexuellement d'autres femmes, que la violence sexuelle a lieu dans des ruelles sombres entre des personnes qui ne se connaissent pas ou que leur consentement est requis uniquement dans le contexte de rapports sexuels. On va prendre quelques minutes pour vous parler de la façon dont vous pouvez aborder ces différentes idées préconçues. Surmonter cette idée que les hommes ne peuvent pas être agressés sexuellement et que les hommes veulent toujours avoir des rapports sexuels. Cette idée préconçue des hommes et de la survivance. Quand il y a beaucoup de pression sur les jeunes garçons. Sur les jeunes garçons. Et cela peut rendre difficile pour eux de comprendre s'ils veulent vraiment avoir un rapport ou non, et en fonction des sexes envers lesquels ils sont attirés. Il y a aussi des idées préconçues par rapport à la force physique, de dire on pourrait repousser quelqu'un, et aussi que les survivants peuvent être la risée des autres dans les films. Donc encore une fois, il faut insister sur l'idée que chaque personne est capable de faire du mal et d'être victime en même temps. Il est vrai que plus de femmes sont victimes d'agressions sexuelles et que les hommes n'en ont pas, c'est en fait un postulat qui est faux. Une autre idée préconçue dont il est important de parler, c'est c'est que l'éducation sexuelle parle des relations entre les sexes opposés. Donc les gens qui sont homosexuels ne se reconnaissent peut-être pas dans ces messages et et peut-être ne conçoivent pas qu'il puisse aussi y avoir des agressions sexuelles dans ces communautés de LGBTQ2S. Ils ont souvent l'impression que ces messages ne s'appliquent pas à eux.
Donc il faut vraiment ébranler ces stéréotypes. On va parler un petit peu de ces idées préconçues un petit peu plus rapidement pour pouvoir revoir avec vous tous les différents points. L'une des idées préconçues importantes, c'est celle de la ruelle sombre, que les agressions sexuelles se passent entre des gens qui se connaissent. Et on en revient encore une fois à cette notion de consentement et qu'il est encore plus important quand vous connaissez bien la personne et que vous êtes avec cette personne depuis un moment parce que vous pensez que le consentement n'est pas nécessaire. Très souvent, dans les agressions sexuelles, l'agresseur était un ami ou quelqu'un que l'on connaissait. Donc, encore une fois, le consentement est essentiel. L'idée préconçue que le consentement ne concerne que le sexe, c'est une notion qui n'est pas bonne parce que le consentement devrait être appliqué dans tous les domaines de la vie. On demande souvent aux étudiants, dans quelles autres situations pensez-vous que le consentement soit nécessaire, par exemple, de partager des photos en ligne, soit nécessaire, par exemple, de partager des photos en ligne, par exemple, de demander si quelqu'un accepte que vous le preniez dans les bras. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on veut continuer de parler, du consentement applicable dans d'autres contextes de la vie. On a passé pas mal de temps à parler des différents obstacles au consentement ainsi que des idées préconçues. On va partager ensuite des pratiques, des outils et des techniques. La première, c'est un jeu auquel on joue assez souvent pour comprendre le consentement non verbal. En principe, les gens sont ensemble dans la même pièce, mais on va faire ce jeu avec vous pendant ce webinaire. Donc, vous voyez le visage et je voudrais que vous deviniez quelle est l'émotion exprimée par le visage de la personne. Donc, est-ce que vous pensez que cette personne est anxieuse? Est-ce qu'elle est ravie ou est-ce qu'elle est fatiguée? C'est à vous de décider. Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez le dire tout fort. Cette personne est anxieuse. Souvent, la réponse que j'obtiens, c'est que cette personne est satisfaite. Mais pour cette personne précise, elle devient assez rigide, immobile. Il est difficile de lire son émotion, mais c'est ainsi qu'elle montre lorsqu'elle est anxieuse. Voici une autre image. Est-ce que vous pensez cette fois-ci que la personne a des regrets, qu'elle est pensive ou qu'elle est soucieuse? Prenez quelques minutes, pensez à votre réponse. Pleine de regrets, pensive ou soucieuse. Elle a des regrets, elle a des regrets. La dernière image, dans la personne ici est mal à l'aise. Comme je vous ai dit, on utilise ceci pour faire comprendre aux adolescents au consentement non verbal et combien le langage exprimé par le corps est essentiel, et que les personnes peuvent s'exprimer de façon différente et il peut être dangereux de se reposer seulement sur les signes du corps. Donc, si on ne peut se reposer seulement sur le langage exprimé par le corps, quels sont d'autres indices? En principe, on fait un travail sur plusieurs semaines et ici, on vous montre 10 façons différentes de parler du consentement. Par exemple, on demande aux jeunes de regarder 10 ou plus de ces pensées aux situations dans lesquelles ils utiliseraient ces phrases. Et bien sûr, peut-être qu'ils ne se voient pas dans toutes les situations présentées ici, et c'est normal. Par exemple, on leur demande quand est-ce que tu utiliserais cela? Est-ce que tu lui demanderais ça si tu connais quelqu'un depuis très longtemps ou si c'est la première fois que tu fais quelque chose avec toi? Ou est-ce que tu as déjà utilisé cela depuis dans le passé? Ou est-ce que c'est juste une question pour vérifier que la personne soit OK?
Est-ce que ça va? Et quand vous voyez que les expressions corporelles changent, est-ce que vous avez regardé l'autre personne dans les yeux ou est-ce que la personne se retire, par exemple? Et dans ces cas-là, on leur donne différentes options sans donner vraiment des mots très précis. Dans ces cas-là, on leur donne différentes options sans donner vraiment des mots très précis. L'essentiel, c'est que les jeunes aient la connaissance et qu'ils aient différents mots afin qu'ils puissent vérifier avec l'autre personne et aussi avec eux-mêmes lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations et qu'ils puissent se dire, ah voilà le genre de phrase que je peux demander. Si quelqu'un ne veut pas avoir un rapport sexuel, est-ce que tu veux un câlin à la place? Et qu'ils puissent montrer à la personne qu'ils aiment toujours qu'ils aiment beaucoup l'autre personne sans dépasser la limite. Encore une fois, je vous disais que ces phrases peuvent être utilisées pour vérifier comment on se sent soi-même. Est-ce que ça va? Est-ce que je veux aller de l'avant? Est-ce que je veux m'arrêter là? On dit toujours que c'est la personne qui initie qui doit poser la question, mais c'est aussi à nous de nous connaître autant que nous puissions. Un outil pour les jeunes et qu'ils puissent utiliser par la suite. Donc, quand on a ce genre de conversation avec les jeunes, vous devez vous assurer que l'espace soit aussi sécuritaire que possible, qu'ils puissent se sentir libres de parler. Bien sûr, vous êtes peut-être un éducateur qui parle avec un groupe ou avec une personne seule ou avec des parents. Donc, il vous faudra modifier les contextes. Mais l'idée, en gros, c'est que de commencer une conversation telle que celle-ci avec un adulte, vous êtes peut-être mal à l'aise. Donc, c'est à vous d'établir des règles pour que l'espace soit sûr et que vous puissiez avoir une discussion fructueuse. Quelques-unes des choses que nous aimons mentionner, c'est que les questions sont les bienvenues. Donc, c'est en fait d'établir un dialogue. Là, par exemple, on parle beaucoup, mais très souvent, notre rôle est de poser des questions et d'attendre que les jeunes nous donnent des réponses. C'est ceci qui va rendre la conversation bonne. Qu'il n'y ait pas de hiérarchie des connaissances. Bien sûr, on peut leur apprendre des choses, mais eux aussi. Et il est important pour les jeunes de pouvoir réaliser que c'est eux qui connaissent leur environnement, leurs amis du mieux et qu'on les encourage à partager avec nous ces connaissances. Cela rendra encore une fois la conversation plus fructueuse. On aime utiliser cette notion d'intégration de tous et de toutes, c'est-à-dire que tous dans la salle soient impliqués dans la conversation. Nous avons des jeunes qui peuvent quelquefois dire des choses blessantes ou qui sont aux jeunes, non, ce n'est pas correct. Et on peut dire, pourquoi est-ce que tu fais ce commentaire qui n'est pas correct, qui n'est pas approprié? Peut-être qu'ils parlent d'une expérience qu'ils ont eue et que c'est leur façon de s'exprimer. Donc, on peut peut-être demander aux jeunes, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus pour s'assurer que les autres ne soient pas blessés par le commentaire? On parle évidemment de la confidentialité et qu'il y a certaines choses que l'on ne peut garder confidentielles si c'est une question de sécurité. Et puis d'autres choses, c'est que ce qui est dit dans la pièce doit rester dans la pièce. On doit aussi parler d'écoute active, d'apporter de l'aide s'il est besoin et s'il est nécessaire, et s'ils le veulent. Ça doit rester dans la pièce. On doit aussi parler d'écoute active, d'apporter de l'aide s'il est besoin et s'il est nécessaire, et s'ils le veulent. Je vais vous parler des choses à faire et à ne pas des choses à faire, puis des choses à ne pas faire. D'avoir un espace sécuritaire, d'intégrer tout le monde, surtout les personnes qui ont peut-être des idées un petit peu problématiques. D'où viennent ces idées? De poser des questions ouvertes, pas des questions auxquelles on puisse répondre par oui ou non,
mais qu'ils puissent vraiment partager leurs sentiments profonds, qu'ils écoutent et qu'ils apprennent les uns des autres, d'apporter des outils de langage et des stratégies pratiques pour demander et ou pour exprimer le consentement. On se concentre surtout sur le développement des compétences, de parler du consentement autre sexuel et de montrer les choses à ne pas faire. Et puis on vous donnera des exemples de, par exemple, présumer qu'il n'y a pas de survivants dans la pièce. On ne veut pas renforcer des stéréotypes au niveau des sexes et d'assumer que tout le monde soit au même stade d'évolution. Voici des questions fréquentes que nous entendons et des façons dont on peut y répondre. On n'a plus beaucoup de temps maintenant, donc on va répondre à quelques questions. L'une des questions, c'est à quoi elle s'attendait en portant ce genre de vêtements. Vous pouvez y penser vous-même quand vous entendez cette question. Quelle serait votre réponse? Certaines des choses qu'on aime partager, c'est qu'ils pensent un peu plus. Je pense que la meilleure façon de parler, c'est toujours de poser des questions plutôt que de la solution ou notre point de vue. C'est quelles peuvent être les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait porter une tenue légère, peut-être tout simplement parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Et si quelqu'un dit oui, mais elle le demandait, et de poser la question qu'est-ce qu'elle demandait exactement, et qu'ils expliquent eux-mêmes plus en détail ce qu'ils veulent dire. Et comment est-ce que vous vous sentiriez si quelqu'un faisait ce commentaire vous concernant? Donc, encore une fois, la meilleure technique, c'est de poser des questions en réponse à leurs commentaires afin qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Et vous pouvez obtenir cette question et à qui la faute si nous étions tous les deux ivres. Là, je ne sais pas comment vous pourriez y répondre, mais nous, on va poser des questions comme lesquelles, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est incapable de donner son consentement. Et son consentement est aussi de se sentir responsable et de considérer l'autre pour s'assurer qu'on ne lui fasse pas du mal. Est-ce que les responsabilités sont modifiées quand vous êtes ivre? Et encore, on en revient à la définition de qui est responsable. Et quelles sont les différentes façons dont nous pouvons nous assurer que cette personne est entièrement capable de donner son consentement ou pas. Donc, notre dernière question fréquente est qu'en est-il si quelqu'un dit oui et ensuite le regrette? On en a parlé un petit peu tout à l'heure des qu'est-ce qui fait que quelqu'un regrette une rencontre sexuelle, que ce soit de la pression ou d'avoir partagé des détails personnels. Donc vraiment revenir à l'émotion qui est derrière cette question. Et de peut-être dire que cette personne se sent blessée, même si tu n'avais pas l'intention de la blesser. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de cela? De poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter du soutien à la personne dans ces cas-là? Excusez-moi. La deuxième partie, c'est par exemple si quelqu'un vous aborde, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? C'est d'écouter, de s'excuser, de réfléchir à la situation. Encore une fois, on met l'accent sur l'empathie et le développement de cette empathie. Voici. And again, we're from an organization called Canvas Arts Action Programs, and please feel free to get in touch with us if you do have any further questions. You can reach us at info, I-N-F-O, at canvasprograms.com. And you can also email Pearl. And you can also check out our website, canvasprograms.ca, and there's all of our contact information. So we're very happy. If you come up with a question later on and you want us to answer it, please feel free to get in touch. All right. Well, thank you everyone so much for participating today, and have a wonderful afternoon.